Parfois, on croit que le rejet dit quelque chose sur nous, comme si c'était un reflet direct de notre valeur, de notre essence ou de ce que nous apportons à la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu écoutes ceci avec le cœur ouvert. Le rejet ne parle pas toujours de toi. Très souvent, il parle de ce que l'autre personne est incapable d'affronter en elle-même. Quand quelqu'un te rejette, il ne le fait pas depuis un endroit aussi clair et aussi sûr qu'il le prétend. Il n'existe pas cette froideur absolue qu'on t'a fait croire. Il n'existe pas cette indifférence qui t'a blessé. Derrière un « je ne veux rien avec toi », il y a toujours une histoire émotionnelle plus profonde, plus complexe, presque toujours inconsciente. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux te parler de ce que ressent vraiment une personne qui t'a rejeté, même si elle fait semblant de ne rien éprouver. Oui, elle peut feindre la distance, la sécurité, la froideur, voire la nonchalance. Mais la psyché humaine ne fonctionne pas ainsi. Personne ne sort indemne d'une connexion émotionnelle. Nous allons voir ensemble les 5 choses que ressent réellement celui qui t'a rejeté, même s'il les dissimule derrière la dureté ou l'indifférence. Et j'aimerais que tu écoutes chaque point avec attention, car cela te révélera non seulement la vérité sur cette personne, mais aussi la vérité sur toi. La première chose dont nous allons parler, c'est la peur. Beaucoup imaginent que celui qui te rejette agit depuis une position de pouvoir, comme si la personne qui dit « je ne veux rien avec toi » était celle qui contrôle tout, celle qui sait exactement ce qu'elle fait, fermement décidée et émotionnellement stable. Mais, dans la profondeur de la psyché humaine que Jung étudiait avec tant de précision, on trouve quelque chose de très différent. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Dans un grand nombre de cas, le rejet naît de la peur. Une peur ancienne, apprise, enfouie dans l'ombre. Une peur que la personne elle-même ne sait pas nommer. Ce n'est pas une peur de toi, c'est une peur de ce que tu réveilles en elle. Peur du lien, peur de la vulnérabilité, peur d'être vue réellement. Car certaines personnes, dès qu'elles ressentent une connexion authentique, au lieu d'avancer, reculent. Au lieu de s'ouvrir, elles se ferment. Au lieu de s'abandonner, elles fuient. Et pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que tu comptes trop. Comme si te laisser approcher les obligeait à confronter des parties d'elles-mêmes qu'elles ont gardées sous clé durant des années, des blessures non résolues, des insécurités profondes, des peurs qu'elles croyaient enterrées. C'est pour cela que, juste au moment où tout commençait à devenir plus vrai, juste au moment où tu montrais ta lumière sans filtre, elles ont senti que tu les percevais trop clairement, pas avec les yeux, mais avec l'âme. Et cette vision, tout le monde ne peut pas la supporter, parce qu'elle désarme, parce qu'elle expose, parce qu'elle confronte à la vérité intérieure. Alors ce qui arrive ensuite est presque prévisible. Elles reculent, se montrent froides, sûres d'elles, te disent que c'est mieux ainsi, et s'éloignent comme si rien ne leur pesait. Mais derrière ce masque de sécurité, il y a un esprit tremblant qui tente de se protéger d'un sentiment trop vaste pour lui. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Ce moment où une personne se durcit juste au moment où elle devenait plus douce avec toi. Ce moment où elle t'a rejeté quand tu touchais enfin quelque chose de profond en elle. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la peur. Et cette peur reste là, même si elle la cache sous l'apparence de l'indifférence. Elle demeure silencieuse, car ta présence révélait sa fragilité. Et j'aimerais que tu retiennes ceci. Personne ne fuit ce qui ne lui fait rien. Personne ne rejette une personne qui ne provoque rien. On fuit seulement ce qui remue, ce qui active des émotions intenses. Et peut-être qu'à présent, tout commence à prendre sens. Cette froideur soudaine, cette distance inexplicable, ce silence qui t'a déstabilisé. Ce n'était probablement pas un rejet de toi, mais un rejet de ce que la personne a ressenti lorsque tu t'es approché trop près du centre de son ombre. Mais c'est précisément là qu'un sentiment encore plus profond commence à apparaître, la culpabilité. Lorsque quelqu'un rejette par peur, il crée un vide émotionnel et énergétique
qu'il finit tôt ou tard par ressentir comme une perte. Personne ne peut rompre un lien authentique sans que quelque chose ne se brise en lui. Mais ce vide ne se manifeste pas tout de suite. Avant cela, une autre émotion apparaît, la culpabilité. Peut-être que celui qui t'a rejeté t'a dit que c'était mieux ainsi, que tu méritais autre chose, qu'il ne voulait rien. Mais dans son esprit, un écho commence à résonner. Cet écho, c'est la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir osé ressentir, de ne pas s'être permis de recevoir ce que tu offrais, de ne pas avoir été honnête avec lui-même. Cette culpabilité ne disparaît pas rapidement. Elle se glisse dans de petites fissures, inconfort, irritabilité, nervosité quand on mentionne ton nom, silence étrange lorsqu'il passe près de lieux où vous étiez ensemble. C'est comme si la peur qui l'avait fait fuir se transformait en une sensation difficile à ignorer, celle d'avoir agi contre sa propre vérité émotionnelle. La culpabilité est une émotion silencieuse, mais persistante. Elle ne crie pas, elle ne laisse pas de traces évidentes. Elle revient comme un murmure intérieur, et quand quelqu'un te rejette par peur, cette culpabilité finit presque toujours par naître. Elle se manifeste sous forme d'irritation, de fatigue, de frustration, de stress ou même d'indifférence apparente. Mais si tu observes plus profondément, comme Jung l'aurait fait, lui qui disait que la psyché ne ment jamais, tu verras qu'il s'agit d'un sentiment de dette intérieure. Un sentiment d'avoir fui quelque chose de vrai, d'avoir blessé quelqu'un qui a donné plus que ce qu'ils étaient prêts à recevoir. Et lorsque tu vois cette personne agir de façon étrange devant toi, un regard fuyant, un silence maladroit, un ton de voix soudain différent, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la culpabilité. La culpabilité d'avoir blessé, d'avoir fui, d'avoir manqué de courage. La culpabilité d'avoir été incapable d'être à la hauteur de la connexion que tu offrais. Parce que quand quelqu'un fuit par peur, il ne te rejette pas parce que tu n'as pas de valeur. Il te rejette parce que, en s'approchant de toi, il s'est vu lui-même et il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Et c'est cette confrontation intérieure qui crée une tension si grande que la culpabilité devient une ombre émotionnelle qui le suit, peu importe à quelle vitesse il tente de s'en éloigner. On oublie souvent que l'inconscient humain ne pardonne pas si facilement les incohérences. Il les garde, les rumine, les transforme en sentiments persistants qui ressurgissent dans les moments les plus inattendus. C'est pour cela que, même si cette personne semble ferme, froide ou distante, à l'intérieur il existe un immense conflit entre ce qu'elle ressent vraiment et ce qu'elle a décidé de faire. Et ce conflit crée une fracture interne qui se manifeste d'abord comme de la culpabilité. Une culpabilité qu'ils ne verbaliseront jamais, car l'admettre reviendrait à reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont choisi la facilité plutôt que la sincérité, qu'ils ont agi depuis la peur et non depuis l'honnêteté émotionnelle. Et tout le monde n'est pas prêt à regarder cela en face. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont cette culpabilité apparaît dans leur comportement quotidien. Peut-être les remarques-tu en train d'éviter certains endroits où ils pourraient te croiser, non pas parce qu'ils ne veulent pas te voir, mais parce que ton visage leur rappellerait qu'ils ont failli. Peut-être se crispe-t-il lorsque quelqu'un mentionne ton nom. Peut-être commence-t-il à se justifier devant les autres alors que personne ne leur a demandé quoi que ce soit, comme s'ils essayèrent de se convaincre eux-mêmes que ce qu'ils ont fait était la bonne décision. La culpabilité fonctionne ainsi. Elle pousse la personne à justifier ce qu'au fond d'elle-même, elle sait qu'elle n'a pas bien fait, non pas envers toi, mais envers elle-même. Et voici quelque chose que tu dois comprendre profondément. La culpabilité n'apparaît jamais pour quelqu'un qui ne signifiait rien. Il n'existe pas de culpabilité sans lien, pas de culpabilité sans connexion, pas de culpabilité sans impact émotionnel. Si cette personne ne ressentait absolument rien, il n'y aurait pas de conflit interne, pas d'écho. Mais la vérité, c'est que la culpabilité n'est que le début d'un processus plus profond. Après la culpabilité vient une émotion encore plus intense, la nostalgie. Car lorsque la personne commence enfin à reconnaître intérieurement qu'elle a agi depuis un endroit blessé, la sensation de perte apparaît. C'est important de le dire. La culpabilité ouvre la porte à la nostalgie.
Et c'est là que tout commence à changer, car tu vas comprendre comment quelqu'un qui semblait tellement sûr de lui, tellement stable, tellement indifférent après t'avoir rejeté, commence à ressentir l'un des sentiments les plus inattendus. Tu lui manques. Oui, exactement. La culpabilité ne reste jamais seule. Lorsqu'elle mûrit, lorsqu'elle se calme, lorsqu'elle laisse place au ressenti, ce qui surgit, c'est la nostalgie. Une nostalgie silencieuse, subtile, qui se glisse dans les souvenirs, qui s'active avec des détails minuscules, qui apparaît sans prévenir et qui l'oblige à penser à toi-même quand elle essaie désespérément de ne pas le faire. La nostalgie se transforme alors en une ombre émotionnelle impossible à ignorer. Et même s'ils ne te le diront jamais, ils commencent à ressentir l'absence de tout ce qu'ils auraient pu vivre avec toi, mais qu'ils ne se sont jamais permis. La nostalgie est l'une des émotions les plus traîtresses de l'être humain. Elle arrive sans prévenir, sans demander la permission et surtout sans tenir compte de tous les efforts qu'une personne fait pour prétendre qu'elle ne ressent plus rien. Selon la vision de Jung, la nostalgie représente la preuve que l'inconscient n'oublie jamais ce qui a touché une fibre essentielle de notre être. Tu peux bloquer quelqu'un, effacer des messages, supprimer des photos, mais tu ne peux pas effacer la partie de ton âme qui a déjà été marquée. C'est pour cela que quelqu'un qui t'a rejeté revient aussi souvent au même point. Il commence à ressentir non seulement ce qu'il a vécu avec toi, mais aussi ce qu'il n'a jamais vécu, ce qui aurait pu être. L'esprit humain est paradoxal, il idéalise ce qu'il a laissé partir. Et lorsque la personne réalise que tu comptais bien plus qu'elle ne l'a admis, la nostalgie devient un miroir cruel qui lui montre non pas seulement ce qu'elle a perdu, mais surtout ce qu'elle ne s'est pas autorisée à vivre. Cette nostalgie n'apparaît jamais dans des moments logiques. Elle surgit la nuit, quand le silence les force à affronter ce qu'ils n'ont jamais dit. Elle surgit à l'aube, quand la conscience se relâche. Elle surgit dans des détails insignifiants. Une chanson, un lieu, un parfum, une phrase, un souvenir fugitif. Et même s'ils ne l'avoueront jamais, cette nostalgie devient une douleur douce, un murmure intérieur qui leur rappelle qu'il y avait quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. C'est aussi à travers la comparaison qu'elle se manifeste. Ils rencontrent d'autres personnes. Ils essaient d'avancer, mais sans le vouloir. Ils te comparent, pas pour te remplacer, mais parce qu'ils réalisent qu'avec toi, il existait une qualité émotionnelle qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Tu représentais une expérience unique. Et lorsqu'on rejette ce qui nous importe, ce qu'on rejette en réalité, c'est une partie de soi. La nostalgie est l'écho de cette partie perdue. Et c'est là qu'un processus psychologique profond commence. La personne commence à intégrer ce qu'elle avait nié. Elle se rapproche de la vérité intérieure qu'elle avait refusé de regarder. Et cette vérité, même si elle fait mal, est claire. Tu comptais vraiment. Alors naît une tension intérieure puissante. Ils sentent qu'ils ont laissé partir quelque chose qui leur faisait du bien, mais ne savent pas comment revenir, comment réparer, comment affronter le fait que c'est leur propre peur qui a détruit la connexion. Et peut-être que tu l'as déjà vécu, cette personne qui réapparaît sans raison. Un message, un like, une vue discrète sur tes stories, une toute petite trace. Ce n'est pas un hasard, c'est la nostalgie qui cherche un soulagement. C'est leur inconscient qui tente de retrouver, ne serait-ce qu'une seconde, ce que tu leur faisais ressentir et qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. Car la nostalgie ouvre une porte dangereuse. Elle leur montre qu'ils ne t'ont jamais oublié, qu'ils n'ont jamais pu t'effacer, que ton empreinte émotionnelle est encore là, vivante. Quoi qu'ils fassent, elle ne disparaît pas. Et lorsque la nostalgie devient trop grande pour être ignorée, une question commence à les hanter. Qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Cette question ouvre le prochain chapitre de ce processus, celui où la nostalgie se transforme en une curiosité irrésistible, une curiosité qui devient besoin, une curiosité qui veut vérifier si tu es toujours là, toujours disponible, ou si tu es en train de t'éloigner pour de bon. Et c'est cette transition du manque à la curiosité qui prépare la prochaine étape, celle où l'émotion change de ton, et où tu vas découvrir pourquoi celui qui t'a rejeté
commence soudain à vouloir revenir. Même s'il a agi comme si rien de ce que tu faisais n'était jamais suffisant, il commence à se demander si tu es toujours là ou pas. Et cette curiosité, qui semble insignifiante en apparence, en dit bien plus que tu ne peux l'imaginer. Prépare-toi, car ce qui arrive maintenant devient encore plus profond. Il ressent de la curiosité pour ta vie, même s'il prétend que tu ne l'intéresses plus. La curiosité est l'un des mécanismes les plus révélateurs de l'inconscient. Elle casse les façades, brise les défenses et expose ce qu'une personne ressent réellement, même quand elle essaie de le cacher. Tout ce que nous tentons d'étouffer finit par ressortir. Et la curiosité est exactement ce petit dérapage émotionnel qui échappe lorsque l'ego ne peut plus soutenir la version qu'il raconte aux autres et à lui-même. La personne qui t'a rejeté peut répéter partout qu'elle s'en fiche. Elle peut convaincre tout le monde qu'elle est passée à autre chose. Elle peut même se convaincre elle-même. Mais il y a une partie d'elle, la plus authentique, qui continue de t'observer, de se poser des questions, de chercher des traces de toi. Cette nécessité silencieuse d'avoir des nouvelles parle plus fort que n'importe quelle phrase. Et ce qui est fascinant, c'est que cette curiosité n'apparaît presque jamais sous forme d'un message direct. Elle se manifeste par des comportements subtils. Regarder tes réseaux sans rien liker, vérifier qui commente tes photos, regarder tes stories depuis des comptes que tu ne connais pas, poser des questions indirectes à vos connaissances communes, ou réagir discrètement quand ton nom revient dans une conversation. Ce sont de petites actions, apparemment insignifiantes, mais qui révèlent un intérêt que son ego refuse d'admettre. C'est une vraie contradiction interne. Je ne veux pas savoir, mais j'ai besoin de savoir. Cette bataille intérieure est bien plus intense que tu ne l'imagines. La curiosité apparaît surtout quand cette personne réalise qu'elle n'a plus accès à ton monde, quand tu ne lui écris plus, quand tu ne demandes plus rien, quand tu t'éloignes. Quelque chose s'allume en elle. Pendant longtemps, elle pensait que ta présence était acquise, constante, garantie. Mais quand elle ressent ton silence et que ton énergie se retire, son esprit commence à s'agiter. Que fait-il, elle, maintenant? Avec qui? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Cette agitation n'est pas un hasard. C'est la preuve que tu as commencé à avancer. Et là, un phénomène puissant se déclenche. Plus tu progresses, plus sa curiosité augmente. Pas parce qu'il veut que tu sois malheureux, mais parce que son inconscient veut vérifier qu'il a encore de l'importance dans ton histoire. Il veut savoir s'il influence encore tes émotions, s'il a encore un impact, si tu es toujours lié à lui. C'est un mécanisme d'auto-affirmation typique de ceux qui n'ont pas soigné leurs blessures émotionnelles. Sentir qu'ils comptent encore leur donne une illusion de contrôle ou de sécurité qu'ils n'ont jamais su assumer quand ils étaient avec toi. Mais cette curiosité a aussi une racine plus profonde. Elle naît du conflit intérieur dont nous avons parlé précédemment. La nostalgie ouvre la porte à l'inconfort, et l'inconfort cherche des réponses. Alors, la personne se met à se remémorer des gestes, des détails, des instants. Et comme elle ne sait pas quoi faire de tout ça, son esprit cherche des informations pour calmer le doute, mais ce doute ne se calme jamais. Au contraire, il s'intensifie lorsqu'elle découvre que tu n'es plus là où elle t'avait laissé. Tu avances, tu guéris, tu changes, tu ouvres de nouvelles portes. Et c'est à ce moment-là que la curiosité se transforme en inquiétude. Une inquiétude qui déclenche la question la plus redoutée. Et si je suis réellement en train de la perdre? Cette question est dévastatrice pour quelqu'un qui t'a rejeté par peur, car même si s'éloigner lui semblait facile au début, observer ton évolution à distance s'avère beaucoup plus difficile. La curiosité cesse alors d'être un simple intérêt. Elle se change en anxiété émotionnelle. Une anxiété liée à l'idée de ne plus faire partie de ton monde, à l'idée que tu ne penses peut-être plus à lui, à l'idée qu'il a perdu sa place dans ton cœur. Et même si tu ne le remarques pas toujours, cette anxiété trahit la personne par de minuscules détails. Apparaître sur tes réseaux les jours où tu es rayonnant, revoir ton profil après une publication profonde, espionner pour savoir si quelqu'un de nouveau est entré dans ta vie. Parfois même, elle réouvre d'anciennes conversations. Non pas pour t'écrire, mais pour ressentir une dernière fois ce lien qu'elle a rejeté
un geste minuscule mais chargé de nostalgie. La curiosité est une preuve évidente qu'un lien émotionnel existe encore, même si tout est nié en surface. Et voici le plus intéressant. Cette curiosité n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi psychologique. Quand quelqu'un réalise qu'il perd le contrôle sur la situation, l'ego entre en crise. Et cette crise, justement, te conduit au point suivant, la perception brutale qu'il n'a plus de contrôle sur toi. Dans le prochain segment, tu vas découvrir ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un qui comprend soudain que tu n'orbitas plus autour de lui, que ta vie avance, avec ou sans lui. Et cette prise de conscience peut provoquer un véritable séisme émotionnel, même chez ceux qui prétendent ne rien ressentir. Parce qu'au fond, ils mènent une lutte interne entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent être censés ressentir. Tu crois peut-être que cette personne est totalement convaincue de sa décision, mais ce n'est presque jamais aussi clair qu'elle veut te le faire croire. Beaucoup disent « Je ne veux rien, ça ne m'intéresse pas, tu n'es pas pour moi ». Pourtant, à l'intérieur, ils vivent un conflit silencieux qui les épuise bien plus que tu ne l'imagines. Cette tension interne, cette fracture entre désir et croyance, est exactement ce que Jung observait constamment. L'être humain agit rarement depuis un seul endroit intérieur. Il est presque toujours divisé entre ce qu'il désire profondément et ce qu'il craint de perdre. Lorsque quelqu'un te rejette, il peut très bien y avoir une partie authentique de lui qui veut s'approcher de toi, s'ouvrir, tenter quelque chose avec toi. Mais une autre partie plus ancienne, blessée, conditionnée, lui murmure que non, que c'est dangereux, qu'il pourrait souffrir, que tu es trop, qu'il ne mérite pas cela, ou qu'il vaut mieux rester dans ce qu'il connaît, même si c'est malheureux. Et c'est là toute la tragédie. Tu ne fais pas face à une seule personne, mais à toutes les couches intérieures qui coexistent en elle. Tu as peut-être déjà senti que cette personne se comportait d'une manière avec toi, dans l'intimité, mais complètement différemment dans sa vie quotidienne, comme s'il existait deux versions d'elle-même, l'une qui se permettait de ressentir et l'autre qui se punissait de ressentir. Cette contradiction est beaucoup plus fréquente que tu ne le crois. Beaucoup ressentent un véritable élan vers toi, mais cet élan se heurte à des croyances enracinées depuis des années, des idées comme « je ne suis pas assez »,« si je m'approche, on va m'abandonner ». L'amour finit toujours mal. Mieux vaut ne pas s'attacher. Ce ne sont pas des phrases qu'ils disent à voix haute, mais elles agissent comme des barrières invisibles qui bloquent toute tentative d'aller vers une connexion authentique. Quand cette personne t'a rejeté, peut-être qu'elle ne rejetait pas ce qu'elle ressentait pour toi. Peut-être qu'elle rejetait ce qu'elle croyait que ce sentiment allait lui demander. Prendre en charge son monde émotionnel, affronter ses traumatismes, arrêter de fuir. Tu es devenu un miroir trop clair, trop honnête, et quand quelqu'un n'est pas prêt à se regarder, il préfère briser le miroir plutôt qu'affronter son propre reflet. Voilà pourquoi ils semblent si convaincus lorsqu'ils affirment ne rien ressentir. Ce ne sont pas tes émotions qu'ils répriment, ce sont les leurs. Et cela fatigue, cela fait mal. Ça ne disparaît pas simplement parce qu'on essaie de l'ignorer. Au contraire, plus ils tentent de faire taire ce qu'ils ressentent, plus la contradiction intérieure s'intensifie. Cette lutte interne explique aussi leur comportement contradictoire. Un jour, ils te cherchent. Le lendemain, ils t'ignorent. Un jour, ils montrent de l'intérêt. Le jour suivant, ils semblent froids. Ils disent ne rien vouloir. Mais ils regardent tes réseaux, apparaissent dans tes stories, demandent de tes nouvelles, reviennent sans que tu les appelles. Ce n'est pas un hasard. C'est de la résistance émotionnelle déguisée en indifférence. Et toi, tu l'as senti. Malgré leurs mots, quelque chose dans leur regard, dans leur ton, dans leur énergie, racontait une autre histoire. Cette intuition est très souvent juste. Tu perçois le conflit qu'ils vivent en eux. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque quelqu'un te rejette pour se protéger, il ne choisit pas le bonheur. Il choisit la peur. Et quand la peur dirige, le désir se retrouve enfoui sous des couches de déni. Avec le temps, cette contradiction devient un poids qui ne se voit pas au début, mais qui finit par se transformer en anxiété, en insatisfaction, en nostalgie, parfois même en colère contre soi-même.
car il est difficile de vivre en sachant qu'on a peut-être laissé partir quelque chose qu'on voulait vraiment, quelque chose qui nous avait touchés, quelque chose qui nous avait profondément émus. Si tu ressens que tout cela résonne avec ton histoire et que tu veux continuer à grandir, comprendre ton esprit et guérir les blessures qui font encore mal, alors la suite est pour toi. Je t'invite à poursuivre ton chemin. Il existe des vidéos qui peuvent t'aider à renforcer ta valeur, à briser les schémas qui t'ont limité et à te rappeler qui tu es réellement. Choisis l'une des vidéos que tu vois ici et avance.